Ravi de vous retrouver nombreux sur Télécentrafrique. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans ce journal dont voici les détails. Le ministre d'État en charge de l'équipement et des travaux publics, Arthur Bertrand Piri, accompagné de ses plus proches collaborateurs, a fait une descente ce jour sur le site d'un ouvrage d'art au village d'Anzi, situé au PK 18, route de Boili, pour voir l'état dans lequel se trouve ce pont. Les détails avec Alphonse Zounaïta et José Kobo. C'est une triste réalité pour ce ouvrage d'art du village d'Anzi à la sortie sud-nord de Bangui au PK 18 sur la route de Boili. Ce pont où coule de l'eau se trouve dans un état piteux très dégradant. De sources proches de cet ouvrage d'art, il se passe beaucoup d'accidents occasionnant de pertes en vies humaines par des gros camions transportant des marchandises. Ce pont est toujours inondé par les eaux de pluie qui quittent depuis les collines pour tomber sous ce pont. Tous les canaux d'eau au bord de cet axe sont bouchés et les eaux déversent dans les quartiers environnants. Dans ce déplacement du ministre d'État Bertrand Arthur Piri, il était assisté par les directeurs généraux de l'ONEM, du Fonds routier, des travaux publics et autres cadres. La question est de savoir, faille-t-il laisser cet ouvrage d'art dans un état de délabrement ou bien entreprendre la construction d'un nouveau ouvrage d'art sur ce cours d'eau? Suivez le ministre d'État en charge de l'équipement et des travaux publics, Bertrand Arthur Piri. Il est à notre micro. Mais je voudrais d'abord, avant tout, remercier tous mes collaborateurs du cabinet, du ministère de TP et surtout les structures sous tutelle FER et ONEM. Nous sommes tous ensemble sur ce site-là. Je suis venu, vous savez que je viens de prendre de fonction, ça n'a pas encore duré. Mais dès que j'ai été informé de la situation catastrophique de cet ouvrage, et il y a eu des cas d'accident et le pont était totalement obstrué. Ça a failli même bloquer la circulation entre PK12 et l'arrière-pays en passant par ici. C'est pourquoi je suis venu parce que n'ayant pas encore totalement pris fonction, j'étais encore en train de faire des passations de services, j'étais informé de cette situation. Mais automatiquement, j'avais instruit mon cabinet et mon cabinet également a tenu une réunion, comme je l'ai dit, ONEM, Fonds d'entretien routier, tout le monde, toutes ces entités-là s'est retrouvées et rapidement, ils ont essayé de trouver une solution pas tout à fait définitive. Dans un premier temps, voir la situation critique et ensuite essayer de voir comment élaguer, comment faire un travail rapide pour faire passer l'eau et pour permettre aux véhicules de circuler. Donc, ce n'est pas encore totalement fait. Et vous voyez, même sur le site ici, nous avons engagé quelques discussions intéressantes, mais je peux que rassurer la population que la volonté du président de la République, Faustin Archange Touadéra, qui est celle de donner des ouvrages, des infrastructures à toutes les préfectures, à toutes les sous-préfectures, à toutes les villes de la République centrafricaine. Cette volonté est concrète. Et je suis là avec mes collaborateurs pour matérialiser cette volonté, pour en tout cas dans les actes, pour mettre tout ce que le président de la République a voulu, sa vision politique, pour mettre ça dans les actes en ce qui concerne les infrastructures. Et je suis content parce que je suis venu trouver des hauts cadres du département qui sont là, qui m'entourent. Et nous sommes là en train de réfléchir. Nous sommes vraiment en plein pied dans ce travail de réflexion de routes, de construction de routes. Et puis, une délégation du ministère du Commerce et de l'Industrie, conduite par le chef du département, Maxime Balalou, a effectué ce vendredi une visite à la cimenterie des Îlas, située à la sortie sud de la capitale, ainsi qu'à la société Palme d'Or. Cette descente vise à dresser l'état des infrastructures industrielles et à échanger avec les dirigeants de ces entités clés. Les détails avec Junior Maliavou.
La visite du ministre du Commerce et de l'Industrie, Maxime Balalou, a commencé à Zila. Sur place, le membre du gouvernement a inspecté les installations techniques pour comprendre les défis logistiques et énergétiques qui freinent la production nationale du ciment. Face aux responsables de l'usine, le membre du gouvernement a réaffirmé la volonté de l'État de soutenir l'industrie pour réduire la dépendance aux importations. Je vous assure que c'est avec un cœur serré. En visitant, j'ai presque les larmes aux yeux. Quel gâchis pour ce pays. La volonté du président de la République, c'est de reconstruire une nouvelle Centrafrique. Mais ce qui s'est passé, je crois que dans la mémoire de ceux qui l'ont fait, ils sont heureux peut-être, mais ils ont privé des millions de Centrafricains. Merci au président de la République qui a encore une fois cherché des partenaires pour trouver une autre voie. Et j'ai vu la volonté de nos partenaires de relever un défi immense. Moi, en tant que ministre du Commerce et de l'Industrie, je vais continuer, je vais les soutenir. La question d'exonération, cette question est une question clé. Je vais avec mes services très rapidement prendre les mesures qui s'imposent pour qu'au plus vite qu'ils aient ce document afin de permettre l'acheminement de tous les matériaux, de tous les équipements pour que d'ici 1 an, au moins qu'on commence la production du ciment. La seconde étape de cette visite a conduit la délégation ministérielle à Palme d'Or. Dans cette unité de production de farine, d'huile et de savon, les discussions ont tourné autour de l'approvisionnement en matières premières sur le marché local. Le membre du gouvernement, Maxime Balalou, a insisté sur la nécessité de modernisation d'outils de production pour répondre à la demande des ménages centrafricains. Je suis ravi. En visitant cette unité industrielle, je vous assure que nous avons des potentiels. Et lorsque j'étais à la Maïsérie, ces unités-là, il n'y en a que 3 en Afrique. Vous imaginez, en Afrique du Sud, au Nigeria et ici. On a du potentiel. On a un problème de matière première. On a besoin de la matière première pour alimenter cette usine. Le potentiel est là et que mon rôle ici, c'est d'accompagner nos entreprises commercial et industriel. J'ai pris note des défis qui s'imposent à Lusaka, de leur capacité à produire et que nous, en tant que ministère du Commerce et de l'Industrie, nous allons les accompagner. Au terme de cette journée d'inspection, Maxime Balalou a rappelé sa méthode de travail, l'écoute, le partenariat public-privé et la rigueur. Les directeurs des structures ont salué cette démarche de proximité. Sachez également que le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Emmanuel Bétid-Bessane, accompagné du ministre délégué Aboubakar Janyou Abdraman, a entamé ce vendredi toute sa première rencontre officielle avec le personnel, au cours duquel il a échangé avec eux sur les grandes orientations de l'action gouvernementale. Plus de détails avec Roumial Adriss Baguéné. Cette première rencontre a permis à la nouvelle équipe ministérielle de présenter sa vision ainsi que les grandes orientations qui guideront son action au cours des prochaines années. Face au personnel, le ministre a rappelé les nombreux défis auxquels le secteur agricole est confronté. Parmi les priorités annoncées figurent le renforcement de la sécurité alimentaire, l'amélioration des conditions de vie des populations rurales ainsi que la modernisation et l'industrialisation de l'agriculture centrafricaine. Mais au fait, il y a 3 défis à relever au sein du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Le premier défi, c'est la sécurité alimentaire pour tous. Le deuxième défi, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations rurales. Et le troisième défi, c'est la modernisation de l'agriculture et son industrialisation. Pour atteindre ces objectifs, Emmanuel Bétid-Bessane a insisté sur la nécessité d'un changement de comportement au sein de l'administration. Il a appelé les agents à faire preuve de ponctualité, d'assiduité et de professionnalisme dans l'accomplissement de leur mission. La ponctualité et l'assiduité au travail. La culture de l'obligation et des résultats. Et également l'approche du développement agricole et rural. De son côté, le ministre délégué Aboubakar Janyou Abdraman a invité les cadres et agents à accompagner cette nouvelle dynamique. La sécurité alimentaire, l'amélioration des conditions de vie des populations rurales et la modernisation de l'agriculture à la République centrafricaine.
Et à part ça aussi, il avait souligné des points très importants parce que pour arriver à ces objectifs, il faudra quand même passer par la ponctualité et le respect du code de la fonction publique. À travers cette prise de contact, la nouvelle équipe dirigeante entend instaurer une culture du résultat et renforcer l'efficacité de l'action publique au profit des producteurs et des populations de la République centrafricaine. Dans un autre chapitre de l'actualité, la célébration de la Journée internationale des femmes du secteur minier édition 2026 a eu lieu ce vendredi à la FATEB à Bangui. C'est le ministre des Mines et de la Géologie, Rufin Benam Beltungu, qui a procédé à la cérémonie accompagné de la présidente de l'Association des femmes du secteur minier de Centrafrique, Fanta Mariette Nabona. Plus de précisions avec Martinez Gayo. La célébration de cette journée internationale des femmes du secteur minier est organisée en République centrafricaine à travers une cérémonie officielle marquée par la présence du ministre de tutelle. Plusieurs allocutions ont été prononcées. En premier lieu, celle de la présidente de l'Association des femmes du secteur minier en Centrafrique qui a exprimé ses gratitudes à l'endroit du ministre pour ses multiples appuis ayant permis la réalisation de plusieurs activités. Elle en a profité de rappeler que l'initiative prise par leur association est d'intéresser les jeunes filles au métier de la science. La chargée de mission représentant le ministre d'État à l'éducation a salué l'engagement de l'Association des femmes du secteur minier auprès des jeunes filles scolarisées à embrasser la carrière scientifique. En prenant la parole, le ministre des Mines et Géologie a apprécié l'initiative de cette association qui s'inscrit dans la vision du gouvernement visant à promouvoir l'inclusion, l'égalité de chances et du capital humain. Après l'intervention du ministre a été la visite du stand dressé pour la circonstance. La présidente de la FEMISCA nous donne les raisons liées à l'organisation de cette célébration. À l'issue de ça, on va leur montrer un peu ce qu'est le métier géoscientifique. Il y aura les métiers géoscientifiques, on peut être géologue, on peut être ingénieur de mine, on peut être gémologue, on peut être topographe. Il y a beaucoup de métiers qu'on pourra trouver au niveau des mines. On ne va pas forcer les jeunes filles, on va laisser le libre choix. Celles qui sont intéressées par les métiers scientifiques, on va les accompagner parce qu'il y aura une période de suivi. Et une fois que ces jeunes filles-là auront leur diplôme, on pourra toutefois les accompagner peut-être dans le métier de l'emploi. C'est une initiative que nous avons mis en place pour accompagner les jeunes filles à pouvoir s'intéresser aux métiers scientifiques. Le ministre des Mines donne ses satisfactions par rapport aux activités réalisées par cette association. Je voudrais préciser que la FESMICA est une organisation purement privée, une organisation non gouvernementale qui regroupe toutes les femmes qui œuvrent dans le secteur minier, qu'il s'agisse des femmes qui travaillent au ministère des Mines ou bien des femmes artisanes exploitantes. Cette association, chaque année, organise des activités pour renforcer la capacité des femmes qui s'intéressent au secteur minier. Mais cette année, elle a innové en organisant une activité concernant nos jeunes filles s'intéresser aux métiers, aux différents métiers du secteur minier et autres métiers de filière scientifique. En reprenant la maxime qui disait « la femme c'est l'avenir de l'homme », moi j'ai paraphrasé cela en disant que la femme c'est l'avenir du secteur minier et l'avenir de la République centrafricaine. Notons que la célébration de cette journée est marquée par plusieurs présentations faites par certaines femmes leaders conviées. Ensuite, la commune de Bimbo a désormais un nouveau maire. Il s'agit d'Armand Roch Swabiti, élu par les conseillers municipaux. Le scrutin s'est déroulé ce jour en présence du sous-préfet de Bangui Fleuve, Christian Armel Balegbaya, et des représentants du ministère de l'administration du territoire. Le compte rendu avec Eric Boudakwa. Après plusieurs arrondissements de Bangui, de Begoua et certaines villes des provinces, la municipalité de Bimbo, située au sud de la capitale Bangui, a accueilli Armand Roch Swabiti comme son nouveau locataire. Élu par ses pairs conseillers, le nouveau maire de Bimbo, après son intronisation, s'est dit ému. Je suis très ému par rapport aux résultats de plusieurs jours de travail. Moi, j'ai souffert. Je me suis beaucoup donné
pour travailler auprès de mes frères, travailler auprès de mes concitoyens. Auparavant, on ne connaissait pas ceux qui étaient dans les secteurs, comme secteur fleuve, secteur forêt, secteur goudron. Mais j'ai pris l'initiative de m'approcher de ces populations-là. Et voilà aussi le résultat, c'est soldé par mon élection. Conscient de sa responsabilité, Armand Roch Swabeti propose sa vision audacieuse pour la ville de Bimbo. Les défis sont énormes, comme je venais tantôt de dire. Nous n'avons vraiment pas d'infrastructures, même les infrastructures administratives, même les personnes qualifiées pour travailler dans la mairie ici, nous n'en avons pas. Donc vraiment, nous allons faire de notre mieux dans cette 7e République-là pour relever le défi, afin que puisse prospérer notre beau pays, la République centrafricaine. Précisons que l'élection du président de la délégation spéciale de la ville de Bimbo s'est bien déroulée grâce au travail acharné des députés de Bimbo 2 et 3, notamment Jean-Symphorien Mapenzi et Josiane Lina Bemakasui, qui ont bien voulu mettre en exergue la vision politique du chef de l'État, professeur Fossé Archange Touadéra, dans le cadre de la redynamisation des administrations locales en République centrafricaine. Poursuivons ce journal, les 107 officiers de la police judiciaire ont prêté serment ce vendredi dans la salle d'audience de la Cour de cassation. La cérémonie de prestation de serment est présidée par le magistrat Roger Poussinga, président du tribunal de grande instance de Bangui. Plus de précisions avec le grand Saboyombo Zama. Importante dans le parcours professionnel de 107 officiers de police judiciaire de la promotion 2026-1 de la police nationale, réunis dans la salle d'audience de la Cour de cassation de Bangui. Ces fonctionnaires de police ont officiellement prêté serment devant la justice centrafricaine. L'audience solennelle a été présidée par le magistrat Roger Poussinga, président du tribunal de grande instance de Bangui, en présence des autorités judiciaires, policières ainsi que des familles et invités venus assister à cet événement marquant. Dans son réquisitoire, le procureur de la République Ted Issa a rappelé aux récipiendaires la noblesse de leur mission. Il les a exhortés à faire preuve de professionnalisme, d'intégrité et de responsabilité dans l'exercice de leurs fonctions afin de contribuer efficacement au renforcement de l'état de droit et à l'amélioration du système judiciaire centrafricain. Moment fort de la cérémonie, l'appel individuel des récipiendaires à tour de rôle, chacun s'est avancé à la barre, la main droite levée pour prononcer la formule consacrée « Je le jure », marquant ainsi son engagement solennel à respecter les lois de la République et les principes qui régissent la fonction d'officier de police judiciaire. Prenant face à la presse, le contrôleur général de police Norbert Babakusso, directeur de la dite formation, répond. Justement, c'est une occasion d'abord de féliciter la hiérarchie de la police nationale et surtout son Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, qui est à l'origine même de cette formation parce que, vu le constat, ce déficit qui est constaté sur le terrain, il est question que nous puissions pallier à ce déficit-là en formant les officiers des polices judiciaires. Comme l'a rappelé le procureur de la République, l'article 11 même du Code de procédure pénale est clair que la mission principale qui est confiée à l'OPJ, c'est de constater les infractions de la loi pénale, d'en rassembler les preuves, d'en rechercher les auteurs et les présenter aux magistrats ou bien devant la justice pour que cela soit condamné. Cette prestation de serment ouvre une nouvelle étape dans la carrière de ces fonctionnaires de police, désormais appelés à exercer pleinement les prérogatives d'officiers de police judiciaire au service de la sécurité et de l'état de droit en République centrafricaine. Sachez également que les leaders communautaires du 4e arrondissement de Bangui ont été édifiés ce jeudi à la mairie du dit arrondissement sur les barrières à pandémie d'Ebola en République centrafricaine. L'ouverture des travaux a été présidée par le sous-préfet de Bangui Kaga, Isabelle Brigitte Andara. Les détails à travers ce reportage.
Le gouvernement s'engage pleinement dans la lutte contre la propagation de la maladie à virus Ebola en République centrafricaine qui a été déjà déclarée en République démocratique du Congo. Tel est l'objet de cette sensibilisation organisée à l'intention des leaders communautaires du 4e arrondissement de la ville de Bangui afin de les impliquer dans la lutte contre cette menace. L'occasion pour les participants d'exprimer leur engagement pour barrer la route à cette épidémie en République centrafricaine. Cette situation interpelle tout Centrafricain à observer les instructions du ministère de la Santé et de la Population, a souligné le sous-préfet de Bangui Kaga. Depuis la semaine passée, on était invité par le ministère de la Santé pour participer à une information très capitale pour la population centrafricaine par rapport à la pandémie de Ebola. Et comme on était informé, on a jugé utile de faire appel aux leaders de chaque entité de venir pour que nous puissions, avec le médecin de notre district, passer le message à la population afin que chacun se prépare à être vigilant pour éviter que nous ne puissions pas vraiment tomber dans le pire. Avec l'exemple de Covid, nous avons pris le devant et nous avons vu comment cette pandémie n'a pas secoué comme il faut la République centrafricaine. Donc nous nous sommes basés sur cela. Voilà pourquoi on a appelé ces leaders pour prendre de l'avance sur la communication. Chaque association, chaque leader religieux ou local doit inviter le docteur pour aller dans sa localité, mobiliser la population, passer le message afin que cette information puisse aller jusqu'au fin fond de notre arrondissement. Autre fait de l'actualité, le programme international L'Art d'être soi, mis en œuvre par l'association My Beautiful Bay, a organisé hier dans la salle King à Bangui la cérémonie de capitalisation des résultats de la première phase du programme. Plusieurs acteurs impliqués dans le programme étaient présents. Reportage de Martinez Gayo. Cette rencontre a permis de mettre en lumière les réalisations, les enseignements et les impacts enregistrés auprès des jeunes filles au cours de 6 mois de déploiement à Bangui et à Sibut. La cérémonie de capitalisation des résultats était rythmée hier par les témoignages inspirants, la diffusion des reportages vidéo, ainsi qu'une création théâtrale originale retraçant l'aventure humaine et éducative du programme. La présidente fondatrice du programme, quant à elle, nous fait un bref aperçu sur la capitalisation des résultats de la première phase du programme. La jeune fille, la femme en général, est victime de ce syndrome de l'imposteur où elle ne croit pas assez en elle. Elle ne met pas assez en lumière tout le potentiel qui sommeille à l'intérieur d'elle. Donc c'est cette envie, c'est cette soif de dire à la jeune fille centrafricaine, il faut que tu te réveilles parce que tu as ta singularité, tu as ta particularité qui doit être, qui doit profiter au rayonnement de notre pays. Donc l'objectif c'était de leur dire que la Centrafrique doit pouvoir compter avec vous. Et pour ce faire, il faut que vous puissiez gagner du temps, il faut que vous partiez à la conquête de vous-même, il faut que vous puissiez vous découvrir et que vous fassiez de votre singularité un outil pour vous démarquer et apporter un plus à notre société. Dire au nom de tous les membres de l'ONG My Beautiful Day un bilan très positif parce que les résultats parlent d'eux-mêmes. Vous avez pu voir durant le déroulement de cette cérémonie de capitalisation des résultats, les bénéficiaires eux-mêmes témoigner. Vous avez vu les proviseurs témoigner, vous avez vu nos partenaires techniques aussi, nos partenaires terrain eux-mêmes témoigner. Donc je pense que leurs mots, sur leur retour, je ne pense pas que j'ai autre chose à rajouter si ce n'est les encourager encore à nous faire confiance pour la deuxième phase qui arrive. Pour finir, en marge de l'ouverture officielle des travaux de la 45e session des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale qui se tiennent en ce moment à Brazzaville, au Congo, plusieurs passations de services entre les personnalités politiques et diplomatiques ont eu lieu. Plus de précisions à ce sujet avec nos confrères de la presse CEMAC.
C'est un passage de témoin placé sous le signe de la continuité institutionnelle. Après avoir dirigé le Conseil des ordres communautaires durant le mandat du président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, Stanislas Moussa Kembe a officiellement transmis ses fonctions de grand chancelier à Norbert Okio-Koutina. Créé en 2003, le Conseil des ordres communautaires est l'organe chargé de proposer et d'attribuer les distinctions honorifiques de la CEMAC aux personnalités ayant rendu des services remarquables à la communauté. Dans son allocution, le grand chancelier sortant a rappelé les avancées enregistrées ces dernières années, notamment la relance des activités du Conseil, couronnée par la décoration de plusieurs hautes personnalités et des chefs d'État de la sous-région lors du sommet de Bangui en septembre 2025. S'adressant à son successeur, Stanislas Moussa Kembe a salué la confiance placée en lui par le président en exercice de la conférence des chefs d'État et l'a invité à poursuivre la mission de valorisation du mérite et de l'engagement communautaire. En considération des expériences des uns et des autres, je n'ai pas de doute sur l'aisance avec laquelle vous allez très rapidement parvenir à des décisions et des conclusions qui feront en sorte qu'à tous les niveaux, ceux qui nous ont fait confiance soient satisfaits. Une responsabilité que Norbert Okio-Koutina exercera avec l'appui de la commission de la CEMAC et des membres du Conseil des ordres communautaires. À propos de ma décoration, je vais pouvoir emprunter les paroles de Napoléon pour affirmer qu'ici, la vertu a été récompensée comme prisme de l'histoire. Cette passation de consignes ouvre une nouvelle étape dans la vie du Conseil des ordres communautaires, institution appelée à renforcer davantage la promotion de l'excellence et de l'intégration au sein de l'espace CEMAC. Ainsi s'achève ce journal rendu possible grâce à toute l'équipe rédactionnelle de Télé Centrafrique. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.